C'est en fin de soirée que devraient parvenir les dernières analyses confirmant la présence du virus de la grippe aviaire en France. Dominique Bussereau appelle au calme. La France se prépare. Le ministère de l'Agriculture annonce la vaccination la semaine prochaine de 900 000 oiseaux. Le cerveau du gang qui a enlevé et torturé le jeune Ilan est toujours en fuite. Du côté de la justice, les 3 premières mises en examen de suspects interpellés hier. Au-delà de cette affaire, les enlèvements deviennent une véritable industrie dans les cités, notamment dans les milieux de la drogue. Au Proche-Orient, le Parlement palestinien dominé par le Hamas a tenu sa première séance inaugurale et nommé un Premier ministre. Le Hamas qui rejette toute négociation avec Israël, comme lui demandait aujourd'hui Mahmoud Abbas, le leader de l'autorité palestinienne. Les Jeux Olympiques de Turin avec une médaille d'or pour la France. Vincent Defrane remporte au sprint le titre olympique de la poursuite de biathlon. Une incroyable performance qui s'est vraiment jouée sur le fil. Et puis du cinéma avec la sortie mercredi prochain de Braqueurs amateurs où l'on retrouve Jim Carrey en pleine forme. Dans ce remake d'une comédie des années 70 avec Jane Fonda. Une fable réjouissante sur un couple qui à force de courir après la réussite se retrouve expert en braquage. Madame, Monsieur, bonsoir. On est toujours dans l'attente des ultimes résultats qui viendraient confirmer le premier cas de grippe aviaire en France. On sait déjà que le canard retrouvé mort dans l'Ain est porteur du virus H5. Par ailleurs, une quinzaine d'oiseaux découverts dans d'autres départements, dont un cygne cet après-midi, sont dans les mains des services vétérinaires. Par mesure de précaution, d'ores et déjà une zone de surveillance a été installée dans l'Ain et les chasseurs au premier plan y participent. Virginie Fichet, Jean-Claude Martin. 2 heures d'inspection et au bout... Il y en a un ici, là. Il y en a un là. C'est un cygne mort. Ce matin, ces chasseurs en ont ainsi retrouvé 5 au bord de cet étang. On ne le touche pas. La chasse est fermée, mais les chasseurs restent en éveil. Plusieurs fois par semaine, ils ratissent les étangs de la Dombe à la recherche de cadavres de volatiles. On note, on récupère, on signale. Et d'autres personnes se chargeront de dire si oui ou non c'est la grippe. Avec précaution, les services vétérinaires collectent les dépouilles. Cette surmortalité de cygnes à proximité de l'étang où a été retrouvé le canard suspecté de porter le H5N1 alimente l'inquiétude. Les cygnes seraient en effet une espèce plus sensible au virus de la grippe. Alors, simplement victime de l'hiver ou réellement affecté, rien n'est laissé au hasard, tout doit être vérifié. Par rapport à d'habitude, c'est qu'on nous signale beaucoup plus les mortalités. Donc c'est vrai qu'on a du mal à estimer si c'est une mortalité anormale par rapport à d'habitude. Mais bon, c'est vrai que vu qu'il y en a 5, on vient les chercher et puis on va lancer les différentes analyses. Autour de Joyeux, le village du canard milouin suspect, la gendarmerie a établi des points de contrôle dans un rayon de 3 km. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie, est-ce que vous pouvez m'ouvrir le coffre de votre véhicule? C'est simplement pour vérifier que vous ne transportez pas de volaille. Aucune volaille ne doit entrer ou sortir de la zone. Dans le village, les basses-cours sont désertes. Depuis hier soir, suivant les recommandations préfectorales, André Cléard a cloîtré ses 18 poules. Vous êtes inquiet un petit peu aujourd'hui, vous? Non. Faut que il faut faire avec, hein, c'est tout. Quelques jours seront encore nécessaires pour que les analyses complémentaires sur le canard livrent leur verdict. En attendant, la Dombe ne veut pas renoncer à son apparente tranquillité. Dominique Bussereau qui s'est rendu précisément cet après-midi dans la Dombe pour vérifier par lui-même le périmètre de sécurité mis en place dans la zone où a été donc retrouvé le canard porteur du virus. Le ministre de l'Agriculture qui, lors d'une conférence de presse ce matin, a fait un point détaillé de la situation et du dispositif que la France mettra en place. De cette journée, on retiendra d'abord le message de calme lancé par le ministre de l'Agriculture. Il n'y a à ce jour aucune volaille touchée par le virus. Il n'y a donc aucune raison d'abattre les élevages, aucune raison non plus de ne pas consommer de poulet. On retiendra également très concrètement ce qu'il faut faire ou ne pas faire lorsqu'il y a suspicion. Un numéro d'appel d'ailleurs a été mis en place par le ministère de la Santé. Il s'agit du 0825 302 302. Vous pourrez recevoir toutes les informations concernant la grippe aviaire et les mesures à prendre que nous détaillent Nathalie Sapena et Jean-François Firé. Ne pas nourrir les pigeons et les canards sauvages et surtout ne pas toucher les cadavres d'oiseaux. 2 recommandations à prendre au sérieux depuis la découverte d'un cas probable du virus H5N1 chez un canard du département de l'Ain. Si on est en contact très étroit avec un oiseau dont les plumes sont très porteuses de quantités importantes de virus, il y a effectivement un risque de contamination. Mais ce risque, de mon point de vue, est très faible s'agissant des oiseaux sauvages. En cas de découverte d'un oiseau mort, ce qui est fréquent cette saison, il faut donc prévenir la fédération de chasse
ou les pompiers par le 18. Ce sont eux qui sont chargés de transporter l'oiseau mort suspect jusqu'à l'un des 6 laboratoires nationaux pour un premier test de la grippe. S'il est positif, l'oiseau sera alors transféré à Ploufragan dans les Côtes-d'Armor, le laboratoire de référence pour la grippe aviaire, le seul capable de déterminer si la grippe de l'oiseau est bien celle du virus H5N1. C'est ici que le canard découvert dans l'Ain est actuellement analysé, ainsi qu'une quinzaine d'autres volatiles suspects. Pour tout renseignement, un numéro est à la disposition des éleveurs et des détenteurs de volailles, 0825 302 302. Les volailles domestiques n'échappent pas à la règle et les basses-cours doivent s'adapter aux principes de précaution. Les éleveurs amateurs doivent se signaler dans leur mairie. Pour ceux qui ne possèdent que quelques poules, les mesures sont simples à mettre en pratique. En revanche, pour les autres, le confinement est plus compliqué. Florence Mavic, Valérie Lucas. Aucune pitié pour les irréductibles. Chez les brasseurs, la basse-cour familiale est désormais cantonnée dans une cabane en parpaing à peine éclairée. On en a dû en tuer 8. Le fait qu'ils étaient trop serrés à ce moment-là. Donc maintenant, le petit poulailler est à peu près accessible pour tous. La famille Brasseur élève une poignée de poules pour sa consommation personnelle. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, elle a accepté d'appliquer les mesures de confinement nuit et jour. Je pense que c'est quand même un moyen de sécurité, de préserver quand même. Si tout le monde met un petit peu du sien comme ça, peut-être que ce problème va s'endiguer rapidement, quoi. Monsieur le maire l'espère aussi. Aucun des 650 habitants de la commune ne peut prétendre ignorer les consignes de confinement. Il les distribue dans les boîtes aux lettres. Chaque possesseur de volaille devra déclarer ses volatiles, mais le maire a-t-il les moyens d'imposer ce recensement? Aucun. Donc il n'y aura pas moyen de savoir si on cache ou pas. Bon, dans les petites communes, on connaît je dirais qu'on connaît un petit peu tout le monde. On sait pertinemment qui a des volailles ou pas. Franck Lefebvre est vétérinaire. En marge de ses visites dans les étables, il va devoir multiplier les contrôles dans les basses-cours. Il est irréaliste de penser qu'on va rentrer tous les animaux à l'intérieur. Ils en mourraient pour l'essentiel parce que les bâtiments prévus ne sont pas assez grands. Quelques kilomètres plus loin, nous voici chez un amateur d'oiseaux d'ornement. Poules anciennes, oies, canards s'ébattent librement dans son parc, partageant leur nourriture avec leurs congénères sauvages. Vous avez dit confinement? La semaine dernière, vous aviez ici 17 hérons qui sont arrivés un matin. À moi de couvrir tout le marais avec des filets, c'est complètement impossible en fait. Confiner les poules, oui, les palmipèdes, c'est une autre paire de manches. Et dans la région, on n'aimerait pas du tout que les derniers volatiles en liberté soient des girouettes. Voyons maintenant comment les consommateurs que nous sommes réagissent à la très probable contamination d'un oiseau sauvage par le virus de la grippe aviaire en France. Pas de psychose et heureusement sur les marchés et chez les commerçants, on est plutôt confiants et chacun sait que les volailles cuites sont sans aucun risque. Reste l'inquiétude des producteurs qui ont vu chuter les ventes ces dernières semaines. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Olivier Druet vend ses poulets cuits depuis seulement 9 mois sur le marché le plus fréquenté de la capitale bretonne. Mais il connaît déjà tous les arguments quand il s'agit de rassurer des clients inquiets au sujet de la grippe aviaire. Il y a beaucoup d'inquiétudes, enfin quelques inquiétudes, mais je crois que les gens ont compris qu'à partir du moment où la viande était cuite, il n'y a pas de souci. Nous, il n'y a pas trop de baisse en fait. Pour l'instant, il n'y en a pas. Maintenant qu'il y a eu un cas déclaré, peut-être qu'on va ressentir une petite baisse, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. J'ai mangé de la viande folle, tant qu'elle était folle, j'en ai mangé. Je ne vois pas pourquoi je me priverais de poulet. Alors là... Voilà des paroles sensées. Pourtant, même si jusqu'à présent la grippe aviaire n'a jamais été détectée dans les élevages avicoles français, dans le pays la consommation a chuté de 15 à 20%. Une crise économique qui se profile dans ce secteur et dont Daniel Demet a déjà fait les frais. Je suis dans un projet d'achat de rôtisserie et le problème qu'on a, on se heurte avec les banques parce que vu la grippe aviaire qui se lance, on ne finance plus le projet de rôtisserie ambulante. Aujourd'hui, tous les professionnels craignent un emballement du réflexe de peur du consommateur. Alors pour les éleveurs comme Isabelle Girard, qui depuis 18 ans vend ici poulets et canards de sa ferme, la méthode Coué s'impose. On se tient aux mesures qui nous sont demandées. Et donc le confinement des volailles pour l'instant. Mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter et aller plus vite. En fait, il n'y a pas de problème pour l'instant. Rassurés à tout prix. Même si ces bouchers d'une galerie commerciale de Rennes avouent leur impuissance face à une future arrivée du virus H5N1. On n'est pas plus au courant, qu'on soit professionnel ou pas. Nos poulets, on sait d'où ils viennent, c'est les mêmes que d'habitude.
pour l'instant, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de maladie qui change quoi que ce soit. Seule certitude à rappeler, la consommation de volailles est sans danger. Une semaine marquée par une véritable accélération de la découverte en Europe d'oiseaux sauvages contaminés par le virus. Rien qu'en Allemagne, une quarantaine de cas ont été détectés. Cette propagation inquiète les pays de l'Union, mais pas seulement. En Inde, le virus H5N1 a été identifié pour la première fois sur des poulets. Plusieurs personnes ont été placées en observation. Cette peste aviaire nécessite des mesures draconiennes. L'Autriche vient de dessiner le confinement des volailles dans tout le pays. Le point, Jean-François Firé. En combinaison de protection, masque à gaz sur la tête, ces hommes ramassent des cadavres d'oiseaux malades sur l'île allemande de Rügen, en mer Baltique. 28 nouveaux cas de H5N1 repérés aujourd'hui. Au total, 41 depuis le début de la pandémie. L'Allemagne est désormais le pays de l'Union le plus sévèrement touché par la grippe aviaire. 650 oiseaux morts ont été découverts ces derniers jours. Un travail colossal de repêchage. Le ministre de l'Agriculture a demandé à l'armée d'intervenir. Il a également instauré le confinement de toutes les volailles d'élevage, comme de l'autre côté de la frontière, en Autriche. Le H5N1 a bien gagné la capitale, Vienne. Un cygne et un canard sauvage retrouvés morts sur le Danube, les 5e et 6e cas de souche mortelle du virus dans le pays. Plus à l'est, en Bosnie, les vétérinaires travaillent en canoë-kayak. Pour le moment, rien d'autre que des suspicions de H5N1. Les résultats des analyses sont attendus pour lundi. L'abattage massif des volailles, lui, se poursuit en Roumanie, porte d'entrée de la maladie en Europe. 150 000 oiseaux tués en 5 mois. Pour les éleveurs, des pertes estimées à plus d'1 milliard d'euros. Et de Bangkok, Jacques Chirac, avant de s'envoler pour l'Inde demain, a évoqué les menaces de la grippe aviaire, appelant au calme et à la responsabilité. La France et la Thaïlande qui vont travailler ensemble au développement de vaccins. Le président de la République qui, par ailleurs, a reçu les familles françaises victimes du tsunami. Véronique Saint-Olive, Francis Forget. Le président de la République est arrivé devant la communauté française le visage grave. Ce soir à Bangkok, il était accompagné par 4 familles des victimes françaises du tsunami. À ses côtés, Bernadette Chirac et 4 ministres pour un hommage national avec 1 minute de silence. Le 26 décembre 2004, le tsunami déferlait sur la Thaïlande en faisant des milliers de morts et parmi eux 90 Français. Aujourd'hui, loin des caméras, le président de la République a écouté les questions des familles, leur colère parfois. Parmi eux, Jean-Claude Guillet, il habite toujours à Phuket, il a perdu sa femme et sa fille. L'information était connue au moins 1 heure avant. Seulement, il n'y avait aucun système, aucun protocole qui permettait de diffuser l'information, de l'utiliser de manière intelligente dans un but de prévention. Pour cette mère de famille qui a perdu sa fille Natacha, l'important c'est de préparer l'avenir. Il va falloir prendre des décisions sur le plan international pour que si catastrophe pareille devait avoir lieu à nouveau, que les secours soient mieux mis en place. Message entendu, le président de la République tire les leçons de la catastrophe. Nous encourageons fortement la Thaïlande et nous l'aidons à mettre en place ce système de prévention et d'alerte. Les familles des victimes savent bien qu'aucun plan ne pourra jamais parer les catastrophes, mais ce soir, elles se disent toutes touchées d'avoir pu partager leur souffrance. Aux Philippines, le bilan est tragique. Après l'effondrement d'un pan de montagne dans le centre du pays, il n'y a vraiment plus d'espoir de retrouver des survivants et le secours qui ont eu tant de mal à approcher les lieux de la catastrophe tente de retrouver les corps des disparus. Mathias Sillon. Englouti sous 6 mètres de boue, Ginsaogon est rayé de la carte. Aucun survivant n'a été retrouvé par les secouristes depuis hier. Selon les sources, 1400 à 3000 personnes ont disparu. La pluie qui continue à tomber sur cette région isolée des Philippines complique les recherches. Je ne sais pas combien de personnes exactement sont portées disparues, mais nous voulons croire qu'il y a encore des survivants. Les militaires sont moins optimistes. Ils jugent très minces les chances de retrouver des rescapés. Parmi les victimes de la coulée de boue, 246 élèves et enseignants. De leur école ensevelie, ils ont envoyé hier soir des SMS de détresse. Nous sommes vivants, sortez-nous de là. Depuis, plus rien. Toute la journée, des sauveteurs ont tenté en vain d'accéder au bâtiment. Certains creusent à main nue car les pelles manquent à Ginsaogon. Tout le monde participe aux recherches, même les rescapés.
Je vais guider les sauveteurs pour les aider à trouver les corps. Ce qui m'importe, c'est qu'ils retrouvent ma famille. Les Philippines ont demandé l'aide de la communauté internationale. 1000 militaires américains qui participaient à un exercice dans la région sont attendus sur place. Certains rescapés fuient la zone en emportant ce qu'ils peuvent. D'autres se massent à l'extérieur de cette morgue de fortune à la recherche de leurs proches. 43 corps sans vie ont pour l'instant été retrouvés. En France, le cerveau du gang qui a séquestré et torturé le jeune Ilan est toujours en fuite et ses photos ont été diffusées un peu partout. L'homme est dangereux et se sait recherché. Par ailleurs, ce soir, 3 premiers suspects interpellés hier ont été mis en examen. Il s'agit de la jeune femme utilisée comme appât dont les portraits robots avaient été diffusés. Son ami qui l'avait reconnu alors est également mis en examen pour non-dénonciation ainsi qu'un prêteur sur gage qui aurait pu jouer un rôle s'il y avait eu remise de rançon. Ces 3 personnes présentées au juge pourraient être incarcérées dans la soirée. Cette affaire d'enlèvement d'une violence inouïe fait heureusement figure d'exception. En revanche, la multiplication des rapts dans les cités devient un véritable phénomène. Le nombre d'affaires se compte par dizaines et même par centaines. Des enlèvements crapuleux. Aujourd'hui encore, en Seine-et-Marne, 2 personnes ont été interpellées après un enlèvement à Morey-Guibert. Chloé Lecomte. Ilan Halimi a été victime d'une violence gratuite, extrême. Et pour les policiers, cela est symptomatique d'une nouvelle tendance. Des petits délinquants singent les méthodes du grand banditisme, comme les enlèvements. Ce sont des gens qui ont des règles qui rappellent celles du milieu, sauf que les gens du milieu traditionnel avaient, eux, une morale, même si elle n'était pas respectable, alors que ce sont des gens qui n'ont plus de morale. Dans les quartiers difficiles, les policiers découvrent donc une nouvelle réalité. Ici, c'est un trafiquant de drogue qui est arrêté. Il est accusé d'avoir séquestré un toxicomane qui refusait de payer sa dette. Il te met formellement en cause comme étant l'un des co-auteurs de cet enlèvement et de cette séquestration. Le rapt devient un moyen de régler ses comptes. En juin dernier, devant la cour d'assises du Val d'Oise, 14 personnes sont condamnées pour avoir séquestré et battu à mort un homme qui les avait escroqués. Muriel Baudin défendait la famille de la victime. Elle explique cette escalade de la violence par la logique de bande qui règne dans les cités. Quand il y a un démarrage, personne n'a la volonté, n'a le tempérament, la personnalité pour arrêter la machine. Elle est prise de folie et la folie se vit en groupe. Mais la police n'a pas toujours connaissance des enlèvements, qui sont souvent des règlements de compte entre délinquants. Ce phénomène est sous-évalué sur le plan statistique, puisque ça concerne souvent des voyous qui ne vont pas spontanément déposer plainte, puisqu'il s'agit donc d'activités à la base qui sont criminelles. Mal connu, le phénomène est lié à une tendance plus large observée dans les chiffres de la délinquance, la hausse des violences aux personnes, plus 6% depuis un an. L'affaire des publications des caricatures du prophète Mahomet avec en Italie la démission exigée par Silvio Berlusconi, d'un de ses ministres, qui s'était vanté de porter un t-shirt reproduisant les caricatures. Le gouvernement italien espère que ce limogeage apaisera les esprits après les manifestations en Libye devant le consulat italien qui ont fait 11 morts et 35 blessés. Gérard Grisbeck, Valérie Parent. C'était le consulat d'Italie à Benghazi, la 2e ville de Libye. La seule représentation diplomatique occidentale de la ville, elle a brûlé hier soir après l'assaut donné par un millier de manifestants. La police a tiré sur la foule, faisant 11 morts et 35 blessés, selon un bilan officiel. À l'intérieur, il y avait 6 personnes qui sont sorties indemnes de l'incendie. En fait, tout a commencé en fin d'après-midi après la prière. Une partie de la foule s'est dirigée vers le consulat en scandant des slogans condamnant l'Italie pour avoir laissé publier dans la presse les caricatures danoises. Ce matin, le fils du colonel Kadhafi se faisait plus précis. Le coupable, a-t-il dit, c'est le ministre italien Roberto Calderoli, qui porte des t-shirts où sont imprimées les caricatures de Mahomet. Jeudi soir, le ministre en question est venu justifier son geste à la télévision. Je crois dans une religion de l'amour et pas de la haine pratiquée par d'autres. Et devant des millions de téléspectateurs, il a joint le geste à la parole. Silvio Berlusconi a appris hier soir l'attaque du consulat italien alors qu'il participait à un meeting. La sentence est tombée tout de suite. Je pense que le ministre Calderoli est tenu de présenter immédiatement sa démission. Après une longue journée de polémique, le ministre a finalement démissionné. Dirigeant du parti raciste et populiste de la Ligue du Nord, l'homme est un habitué des déclarations tonitruantes.
À moins de 2 mois des élections, cette affaire ne pouvait tomber plus mal pour Silvio Berlusconi, déjà donné perdant dans la plupart des sondages. C'est la raison pour laquelle il a voulu aller très vite, obtenant la démission de son ministre afin d'éviter une crise plus grave. Enfin, à Londres, près de 10 000 musulmans défilaient là dans le calme contre l'affaire des caricatures. Précisons qu'aucun journal britannique n'a jamais reproduit ces dessins. Au Proche-Orient, le nouveau Parlement palestinien dominé par le Hamas a tenu sa première séance. Le Hamas qui commence à gouverner officiellement aujourd'hui avec la nomination d'un modéré comme Premier ministre, Ismaël Haniyeh. Une journée qui marque un véritable tournant dans les relations avec Israël puisque le mouvement islamiste au pouvoir refuse d'engager des pourparlers avec l'État hébreu, rejetant la demande du chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Politiquement, comment donc peuvent fonctionner ces deux entités palestiniennes? C'est un tandem inédit qui est en train de se mettre en place. Laurent Boussier, Offset Nalbandia. On pourrait appeler ça la cohabitation. D'un côté, Mahmoud Abbas, président élu de l'autorité palestinienne, membre du Fatah et interlocuteur privilégié de la communauté internationale. De l'autre, les 74 députés du Hamas, un mouvement islamique radical, grand vainqueur des dernières élections. Pour sa première séance, le nouveau Parlement palestinien était scindé en deux. Les élus de la bande de Gaza, surtout les principaux chefs du Hamas, empêchés par Israël de se rendre en Cisjordanie, ont assisté à la cérémonie par vidéoconférence. Comme prévu, Mahmoud Abbas a appelé le Hamas à former un gouvernement, mais aussi à reconnaître Israël, à renoncer à la violence et à respecter les accords signés. Nous avons accepté le droit pour certains de critiquer les accords d'Oslo, mais nous n'accepterons pas que leur légitimité soit remise en cause. Pressenti comme futur Premier ministre, cet homme, Ismaël Haniyeh, ancien chef de cabinet du cheikh Yassine, tué par Israël en 2004. Responsable du Hamas dans la bande de Gaza, il devrait former le prochain gouvernement palestinien. Mahmoud Abbas a son programme, nous avons le nôtre, celui du Hamas sur lequel nous avons été élus. Ismaël Haniyeh, un modéré selon les critères du Hamas, mais un extrémiste radical selon Israël, qui qualifie déjà la nouvelle autorité palestinienne d'entité hostile. À partir d'aujourd'hui, les chefs du Hamas font face à la réalité du pouvoir. Il leur faudra donc faire un choix entre l'application de leur ligne idéologique, qui immanquablement entraînera des sanctions économiques, et le réalisme politique, très difficile à mettre en œuvre pour un mouvement religieux. En France, sur les routes des vacances, le chassé-croisé sur les axes qui mènent aux stations. Une journée classée noire par bison futé dans la vallée du Rhône. Les 3 zones sont désormais concernées par les vacances de février. Il y a ceux qui partent et ceux qui rentrent. Au total, près de 100 km cumulés de bouchons, notamment dans la vallée de la Tarentaise et de la Maurienne. Dans le sens des retours, de gros ralentissements, mais pas davantage. En politique, Nicolas Sarkozy lance son nouveau slogan « Imaginons la France d'après » devant les militants UMP. Un slogan en forme de programme et de promesse pour après 2007. Un clip de 2 minutes évoque les grands thèmes de campagne, rompre avec l'immobilisme et croire à un grand projet pour la France d'après. À retenir également ce sondage qui marque une forte baisse de 9 points pour Dominique de Villepin, qui recueille 43% de satisfaits. Jacques Chirac, lui, est stable à 37%. Sondage IFOP pour le journal du dimanche. Difficile d'échapper aux articles et aux publicités concernant les oméga 3. On les qualifie d'acides gras essentiels et on leur prête toutes sortes de vertus. On les trouve dans notre alimentation, mais aussi en complément alimentaire que l'on peut acheter sous forme de gélules naturellement riches ou artificiellement enrichies en oméga 3. Ils seraient essentiels pour notre santé, mais quel est leur pouvoir? À quoi servent-ils? Quels sont leurs bienfaits? Laurence de Cherf, Philippe Mugrin. Devinette, ce sont de petites feuilles très vertes et très fraîches prêtes à la récolte. Bingo, c'est la mâche. Cette salade, c'est 90% de la production nationale ici, dans la région nantaise. Les maraîchers ont découvert que leur produit avait un atout. La mâche serait riche en oméga 3. 100 grammes par jour couvrirait 12% des besoins. La majorité des légumes ont une présence d'oméga, mais en quantité beaucoup plus faible. Après un bon bain à l'eau claire, la mâche prend la direction des supermarchés avec une petite étiquette supplémentaire. Naturellement riche en oméga 3. Mais au fait, c'est quoi un oméga 3? Oméga 3, ce que ça veut dire vraiment, non, je sais pas. C'est bon pour la santé.
Les oméga 3 sont des graisses qu'on ne trouve que dans l'alimentation et qui sont indispensables à notre organisme, notamment aux vaisseaux sanguins, au cœur en réduisant les maladies cardiovasculaires et aussi au cerveau. S'il y a moins d'oméga 3 dans l'alimentation, alors le cerveau se construit moins bien, c'est-à-dire qu'il va fonctionner de manière moins efficace, qu'il va s'en trouver perturbé légèrement mais certainement, c'est-à-dire aussi qu'il risque de vieillir plus rapidement. Problème, nous serions déficitaires en oméga 3. L'industrie agroalimentaire s'est donc emparée du créneau. Du jambon au poisson en passant par le beurre, de nombreux produits sont aujourd'hui enrichis en oméga 3. Vous avez des oméga 3. Les laboratoires pharmaceutiques proposent aussi des pilules à avaler chaque jour. Mais pour les médecins, la solution est plutôt à trouver dans l'alimentation. C'est plus intéressant de les prendre dans le contexte d'une nourriture globale plutôt que de le prendre de façon pour une indication thérapeutique comme un médicament. Je crois qu'il faut bien différencier les médicaments et l'alimentation. C'est pas la même chose. La nutrition, c'est des centaines de milliers de molécules qu'on mange qui sont différentes, qui sont harmonieuses et qui concourent à notre développement. Les médicaments, c'est quand on a une maladie bien précise. Les oméga 3 ne sont pas des médicaments. Un marché très lucratif pour les laboratoires qui s'adresse même aux enfants, en manque d'oméga 3. Les pédiatres n'en voient pas l'utilité. Les enfants n'ont pas de carence en oméga 3. S'ils ont une alimentation diversifiée, il n'est pas nécessaire de leur faire des compléments alimentaires. Pour les aliments qui en contiennent le plus, côté végétal, c'est l'huile de colza et l'huile de noix. Côté animal, les poissons gras comme le saumon ou les fruits de mer. Manger varié et équilibré reste encore le meilleur moyen pour lutter contre le cancer et vivre plus longtemps. Aux Jeux Olympiques de Turin, jeudi samedi pour la France, avec une nouvelle médaille d'or cet après-midi. Vincent Defrane a remporté au terme d'un sprint fort en suspense la poursuite du biathlon. Florent Gautreau, Régis Maté. Étoile des neiges, son cœur amoureux. Vincent Defrane a tout pour être un homme heureux. À 28 ans, il offre une deuxième médaille d'or au biathlon français. Rien ni personne n'a pu l'empêcher de gagner. Il fallait pas m'embêter aujourd'hui, je crois. Non, je vous l'avais dit que j'allais l'attaquer, cette poursuite. J'avais que ça dans le bide depuis la fin du sprint. Quand j'ai vu que j'étais bien placé, j'avais que ça dans les tripes. Et c'est les tripes aujourd'hui. Je suis vraiment heureux. Comme pour Florence Bavrel jeudi, la réussite au tir a été déterminante. Cathy, sa femme, connaît ces moments-là par cœur. 2 erreurs seulement sur les 20 cibles du parcours contre 3 pour le Norvégien Bjørn Dahlem. La fine gâchette est bien partie. Au nom des siens, au nom des Jurassiens, le natif de Pontarlier se retrouve dans la cour des grands. Un duel ultime avec le mythique Bjørn Dahlem, le quadruple champion olympique de Salt Lake City. Je voulais être tout prêt pour l'impressionner, pour qu'il voit que je suis là, pas me laisser marcher dessus. J'ai pas réfléchi, je me suis dit mais je le tue quoi. Mais dans le dernier virage, Defrane trébuche. On se dit que c'est fini, que le Norvégien a course gagnée. Defrane en a encore sous les skis. Il revient et dépasse Bjørn Dahlem dans un incroyable sprint. Bjørn Dahlem battu, c'est comme si Lance Armstrong perdait le Tour de France ou Carl Lewis un 100 mètres dans les années 80. Une médaille et une victoire riche de promesses. Ouais, il gagne vraiment la plus belle. Ouais. Et c'est que le début. Hein. Et quel début! La tête dans les étoiles, Defrane s'élève dans le ciel piémontais, la médaille d'or bien accrochée, la poursuite de ses rêves achevée. Le Super G cet après-midi avec la victoire du Norvégien André Amott, un sportif souvent récompensé. Il a devancé dans l'épreuve un des grands favoris, l'Autrichien Hermann Maier, ajoutant que la course avait été ce matin annulée en raison de très mauvaises conditions météo, alors que déjà 17 skieurs s'étaient lancés, parmi eux le Français Pierre-Emmanuel Dalsin qui n'a pas eu de chance. Compte rendu Nathalie Dorenza. Voilà un geste bien inhabituel sur les pistes olympiques. Pierre-Emmanuel Dalsin n'a pas apprécié l'issue de sa drôle de journée. Il faut dire que ce matin, au départ du Super G, malgré la neige et le brouillard, le Français réalise ce qui ressemble à la meilleure performance de sa carrière. Fort du meilleur chrono, il attend ses rivaux, d'autant plus serein que la météo ne s'améliore pas. Pendant une quarantaine de minutes, Pierre-Emmanuel Dalsin est virtuellement champion olympique. Mais les meilleurs ne sont pas passés et la neige continue de tomber. Trop, au goût du responsable de la piste qui annule l'épreuve. Pour Dalsin, tout est à refaire. Pierre-Emmanuel. Oh, non, non. 2 heures plus tard, Dalsin reprend le départ sous le soleil, mais ses rêves de médaille s'envolent au détour d'un de ces virages qu'il avait si bien négocié dans la matinée. Le problème, c'est que je me suis fait voler, simplement. Si ça avait été un Autrichien à ma place, en fait, la course n'aurait jamais été annulée, donc... Ça ne va pas consoler Dalsin, mais un Norvégien a damé le pion aux Autrichiens.
Kjetil André Amott remporte à 34 ans son 4e titre olympique. L'Américain Bode Miller, lui, n'a toujours pas réussi à monter sur le podium. Mais il continue d'assurer le spectacle. Un vrai numéro de funambule à près de 100 km/h. Malheureusement pour lui, le ski artistique n'est plus une discipline olympique depuis près de 10 ans. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de Braqueurs amateurs, remake d'une comédie des années 70 avec Jane Fonda et George Segal. Une fable réjouissante sur un couple qui, à force de courir après la réussite, se retrouve expert en braquage. Et on y retrouve un Jim Carrey en pleine forme. Marie-Jo Jouan l'a rencontré à New York. Il n'y a aucun souci à se faire. Dick et Jane forment un couple exemplaire du rêve américain. Belle maison, voiture de rêve, prétendus amis, jusqu'au jour où Dick, victime d'un patron peu scrupuleux, perd tout ce qu'il a acquis. D'accepter qu'on vous paie en électroménager. À tragédie, remède extrême, reste pour se refaire le braquage à deux. Difficile de s'improviser Bonnie and Clyde. En faisant ça, tout à coup, ils commencent à se regarder différemment, ils se redécouvrent. Le fait de prendre des risques, ça les rend plus séduisants l'un vis-à-vis de l'autre. Dans la vie, il faut quelquefois se dépasser pour être sexy. Laissez-moi vous ouvrir la porte, madame. Mais je vous remercie. Je vous en prie. Oh Jésus, cette femme s'est évanouie. Je peux vous aider, madame? Vous devriez peut-être ouvrir son chemisier pour qu'elle respire. Une fable grinçante sur la course à l'argent dans une Amérique où consommation rime avec obligation. Restait à trouver une partenaire suffisamment solide pour résister au monstre Jim Carrey, acteur réputé imprévisible. Non, ça va. I believe I can soar. Catch me going through that open door. Il m'a jeté dans la piscine au beau milieu d'une scène alors que ce n'était absolument pas prévu. Il m'a quand même sacrément secoué pendant tout le tournage. Mais on s'est bien amusé. Un humour qui peut tourner au délire. Le réalisateur n'a plus qu'à laisser tourner la caméra. Un humour sous le contrôle de Jim Carrey, également producteur du film, qui en profite pour faire passer le message. Vu la situation politique en ce moment, on ne peut plus avoir confiance en rien ni en personne à bien des titres. C'est le moment idéal pour se regarder en face. Ici, le miroir est comme ceux des fêtes foraines, déformant, histoire de se faire peur. La scène au centre d'une exposition de photos qui se déroule à la Conciergerie. Un autre regard sur la capitale à travers l'objectif d'artistes connus ou anonymes. Plus de 200 clichés sur une période de 150 ans au cœur de l'histoire de Paris. Sophie Jouve, Didier Dahan. Nul ne sait combien de photos ont été prises le long de ces berges. La Seine, ses couleurs, ses langueurs, ses chimères n'ont jamais cessé d'inspirer les artistes. Car derrière ce scintillement d'eau et de lumière s'enroule une multitude de vies. Beaucoup de villes tournent le dos à leur fleuve. Alors que Paris, je dirais, flirte en permanence avec la Seine. C'est le seul endroit à Paris où on a cette ouverture, cette profondeur, et puis c'est vrai qu'il y a la magie de l'eau. Elle coule, 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 dès qu'elle entre dans Paris. Fascination du fleuve qui touche bien sûr les baigneurs, les amoureux, les promeneurs. Les peintres du Pont des Arts, de l'humour plein les yeux, ou ce baiser volé par Robert Doisneau, qui croque tout un petit théâtre de la vie parisienne. Car si la Seine est une chanson, elle est aussi une force qui épouse l'histoire de Paris et qui la modèle. La terrible crue de 1910, Paris noyé, puis Paris libéré d'août 44. Et l'histoire se poursuit, le tour de manège recommence, avec les photographes contemporains, exposés aussi à la Conciergerie. Je veux capter cette immobilité de la pierre et la vitesse à laquelle on vit actuellement. La Seine, si semblable, si changeante, ressemble à qui la poursuit. Après la tendresse des photographes humanistes, l'embrasement des couleurs, la sobriété des lignes. Cette eau qui s'en va vers la mer offre au regard des photographes des voyages infinis.
C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Rioué. 20h50, le Symphonique Show de Daniela Lombroso avec Johnny Hallyday. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.